Bonjour à tous, nous voici réunis à nouveau pour une nouvelle émission de Face à Face. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous d'hypnose. Enfin, des hypnoses, parce qu'il y a plusieurs types d'hypnose. Aujourd'hui, aussi bien l'hypnose est rentrée dans le milieu hospitalier, ça c'est une belle chose, puisque c'est une méthode éprouvée qui apporte tous les jours des solutions, on va dire, assez incroyables pour des gens qui sont malades. L'hypnose, vous le savez, dans notre domaine, est utilisée maintenant depuis 1963 en ufologie par de l'hypnose régressive. L'hypnose a envahi nos écrans avec Mesmer qui fait des shows. Vous allez au cirque, vous avez des shows d'hypnose. L'hypnose de rue, vous avez beaucoup de vidéos YouTube sur l'hypnose de rue. Et puis, les personnes qui se sont mis à faire des séances d'hypnose sur le net. Macron disait traverser la rue pour trouver un job. J'ai envie de vous dire, faites une petite formation de 3 jours et puis faites-vous hypnothérapeute et vous allez gagner plein de sous. Alors, moi, j'étais complètement insensible à l'hypnose jusqu'au jour où je cherchais quelqu'un qui était un petit peu tombé dedans, étant petit. Et j'ai fait avec cette personne des tests d'induction divers et variés qui m'ont fort surpris. Je ne pensais pas que tout ça pouvait exister. Et j'ai été sensible à l'hypnose. Alors j'ai envie de vous présenter quelqu'un d'exceptionnel qui est absolument très peu connu, sauf dans sa région du sud lointaine, par rapport à moi, à l'Alsace. Je vous présente Madame Cécile Andersen. Bonjour Cécile. Bonjour Sylvano, merci de m'inviter. Est-ce que tu peux te présenter quand je dis que tu es tombée dedans étant petite? Oui, alors, je suis née, j'ai eu la chance de naître dans une famille où des personnes étaient portées sur la chose et entre autres également tout ce qui était ésotérisme, puisque j'ai une mère aussi qui est dans le domaine de l'ésotérisme et qui est conférencière dans l'astrologie et autre chose. Et à l'époque, on faisait beaucoup d'ateliers, on va dire, spirituels, où je l'accompagnais puisque, voilà, c'était plus facile à l'époque, sans rentrer dans les détails et c'est vrai que dès l'âge de, une dizaine d'années, j'ai pu l'accompagner donc dans ces ateliers et déjà découvrir, on va dire, des mondes subtils, mais avec un regard d'enfant. Donc ça, je pense que c'est aussi important puisque j'avais pas de barrière, j'avais pas de culture finalement déjà formée à ce moment-là. Et puis, au fil des années, j'ai eu l'occasion de faire des hypnoses régressives très tôt, à partir de l'âge de 18 ans, dans les vies antérieures et également dans l'entre-deux-vies. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à en faire beaucoup plus et que j'ai eu un vrai contact avec l'hypnose. Et qu'est-ce que c'est l'entre-deux-vie? Alors, l'entre-deux-vie, c'est simplement le moment avant lequel c'est retrouver le moment avant lequel tu peux t'incarner, tu vois? C'est-à-dire juste avant qu'on soit un bébé, qu'on soit dans le ventre de sa mère et c'est là qu'on va voir la programmation de sa vie. On va rencontrer certains guides ou son moi supérieur, selon chacun, toutes ses connaissances, et donc tu peux faire plusieurs séances et rencontrer, plusieurs entités à ce moment-là. Voilà. C'est-à-dire ce n'est pas juste revivre sa vie antérieure, pas partir forcément dans un souvenir un petit peu, on va dire, différent, vraiment juste avant l'incarnation. Donc toi, on peut dire que tu as, je crois, 40 ans, hein, tu pratiques donc Oui, je l'hypnose. vais avoir 40 ans dans 2 mois. Ah. Et donc, tu pratiques l'hypnose depuis très très longtemps. Et tu peux nous faire découvrir les différents types d'hypnose, expliquer déjà rien, ne serait-ce que, parce qu'il n'y a pas que cela, les 3 types d'induction que tu m'as fait subir cette semaine. D'accord.
Alors déjà, je suis rentrée dans l'hypnose très tôt en termes de pratique sur moi-même. Pour moi, l'aspect expérienceur, il est très important. Je l'ai eu très tôt, sachant que je faisais aussi des rêves lucides, très tôt également, dès l'âge de 8 ans. Donc j'étais déjà, si tu veux, sollicitée par tout ce qui était, conscience cérébrale, hein. C'est quelque chose à laquelle je me suis intéressée très tôt et j'ai commencé à faire des recherches un petit peu partout en se disant: «Mais c'est bizarre parce que l'état d'hypnose peut correspondre à l'état de rêve lucide». Donc j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, j'ai pratiqué beaucoup sur moi et c'est pour ça que parfois je suis assez étonnée quand j'entends des thérapeutes qui disent, que voilà, ils ont mis en place des protocoles, mais quand tu les interroges, ben, on s'aperçoit finalement que sur eux-mêmes, ils ont peut-être fait une régression ou 2, pas plus. Ils connaissent pas vraiment l'environnement de l'hypnose, en tout cas en termes uniquement dans les formations, mais pas dans la progression. Pas dans la progression. Je pense que c'est important pour soi-même, en tant que thérapeute, d'explorer beaucoup de choses, de connaître, comment dire? De vivre en expérience des nouveaux protocoles parce que chacun est différent et si tu accompagnes quelqu'un, c'est très important de savoir ce que lui ressent, tu comprends? De savoir, ce que lui, il est capable de voir. Donc, là, le but du thérapeute, il est très important. Donc les différents types d'hypnose, il y en a beaucoup. Il y a l'hypnose régressive, mais effectivement qui se voit sous plusieurs formes en fonction des suggestions que le thérapeute donne ou ne donne pas. Je fais un petit clin d'œil sur certaines choses. Et il y a aussi de l'hypnose transcendantale, il y a l'hypnose ericksonienne, il va y avoir tout ce qui est hypnose directe, donc qui est un petit peu plus vieille. L'idée, c'est de partir déjà dans un état de transe et que une fois que tu es dans cet état de transe, là, à ce moment-là, on va voir comment ça se pratique. Mais effectivement, les inductions peuvent être différentes. Les inductions peuvent être différentes et moi, personnellement, je pense que c'est important de faire des recherches sur l'induction. Aujourd'hui, les recherches sur les protocoles qu'on met en place, c'est-à-dire la thérapie en place, OK, elle est faite, on a des tas de bouquins là-dessus, tout le monde en parle, mais finalement, on parle très peu de l'induction, c'est-à-dire la façon dont la personne va partir en transe. Tout ce qu'on sait dire. Oui, ça c'est important parce que effectivement, moi, j'ai toujours eu, je disais que je partais pas en hypnose, mais j'avais toujours eu le même type d'induction, hein, qui est quasiment industrialisé. Maintenant, C'est ça. si vous voulez aller vous faire hypnotiser par quelqu'un sur le net, vous avez, pour qu'il perde moins de temps, vous avez déjà le test d'induction. Vous le passez, c'est super. Vous le passez pas, vous rajoutez 60 euros pour avoir droit à un médium qui va vous assister. Vous parlez pas la langue, il faut rajouter encore des euros pour avoir un traducteur. C'est vraiment un truc de fou. Tandis que toi, je me suis aperçu que avant qu'on fasse ces tests d'induction, je suis passé au peigne fin, quoi. Hein. C'était l'enquête de police quasiment de Ouais. ta part, justement. Et ensuite, tu as mis, bon, j'ai répondu à tes questions parce que je savais pas où tu voulais en venir, mais ensuite, tu as mis en pratique dans tes tests d'induction tout ce que tu avais appris sur moi pour pouvoir me faire rentrer en transe. Dans le sens où c'est plus facile, si tu veux, d'avoir un protocole que tu mets à tout le monde parce que, et faire mettre un canal, c'est plus simple aussi. Mais moi, je ne vois pas l'intérêt de mettre un canal dans une hypnose. Dans ce cas-là, la personne peut aller voir un médium, c'est exactement le même effet. L'idée, L'idée de l'hypnose, c'est de revivre des émotions à travers son propre corps, de revivre des événements à travers son propre corps, pour débloquer certaines choses. Si tu passes par un canal, si tu vas voir un médium qui t'explique: «Ah oui, bah, écoute, tu as été ça, ça, ça dans une vie antérieure et tout», ça ne fera pas du tout le même effet que si toi-même, tu revis ça. Donc il faut savoir quel est le but de ces séances d'hypnose, c'est quoi finalement? C'est de travailler sur ton inconscient, sur ton émotionnel et sur ces sensations pour que ta vie change et s'améliore et que tu aies finalement exercé ton cerveau et que tu lui aies appris une nouvelle chose. Si tu passes par un médium, tu ne reçois que de l'information finalement et elle va pas forcément te choquer au niveau de la conscience suffisamment. Enfin, choquer, c'est un grand mot, mais s'impliquer au niveau de ton inconscient effectivement pour grandir. Et je reviens justement sur ce que tu disais, sur cette induction, là où c'est très important, c'est que chacun réagit différemment et c'est important de le connaître. En France, on n'a pas des techniques suffisamment évoluées, en tout cas à mon sens, j'en ai pas vu beaucoup qui peuvent justement augmenter cet état-là. On est en retard en France et puis c'est toujours pareil, on va rester sur des dogmes. Donc on va rester sur l'hypnose comme elle était il y a 100 ans, on va reparler de ça et puis tout le monde va se gargariser là-dessus. Il n'y a pas d'expérienceur véritablement.
Et c'est ce qu'on va avoir aux États-Unis, au Pérou, au Canada, où tu vas avoir des personnes qui sont dans l'expérience de l'induction. Et c'est grâce à ces travaux-là qu'on va pouvoir mettre en place des protocoles, tu vois, des protocoles qui vont permettre à chacun d'accéder à ces niveaux de transe. Puisque finalement, ces niveaux de transe, on les a tous dès l'enfance. Ils sont juste plus, voilà. Eh oui, qu'est-ce que tu penses de hypnothérapeutes qui, eux, ne sont jamais rentrés en transe et qui n'ont jamais rien expérimenté? Moi, ça me pose un problème dans le sens où je pense que tu dois vraiment avoir, quand tu guides quelqu'un, heu, il faut que tu saches où il va. Il faut que tu saches quand il te parle. Je pense que c'est important de savoir ce qu'il ressent, ce qu'il voit. C'est c'est je conçois pas, d'envoyer quelqu'un dans un univers que tu connais pas toi-même. Voilà, et expérimenter au maximum, ça permet de décrypter des lieux, de reconnaître les sensations. Comment tu peux envoyer quelqu'un en induction si toi-même tu n'as pas ressenti ces choses-là et si toi-même tu n'es pas capable de tester les niveaux? Ça veut dire qu'en gros la personne elle va être peut-être sur une induction trop légère, mais comme toi tu l'as pas vraiment vécu, tu es incapable de qualifier ce qu'elle est en train de vivre et si elle a besoin d'aller un peu plus en profondeur ou pas. Ou inversement, on parlait des gens qui s'endorment pendant les hypnoses, heu, voilà, donc c'est important. Moi, c'est ça d'ailleurs qui m'a fait rebondir, sur ton cas. C'est important d'apprendre à la personne à maîtriser ce niveau d'hypnose qui soit juste adapté, mais c'est comme en plongée, chacun, a son propre niveau où son oreille va à un moment se décompresser. On est exactement dans la même image. C'est tout à fait vrai, hein. C'est l'expérience que j'ai vécue avec toi. Euh, quand il y avait, effectivement, je m'étais déjà endormi sur une séance d'hypnose ericksonienne, je crois que j'ai même ronflé, ça a été enregistré, avec toi. Alors, la première séance d'induction que j'ai faite, tu m'as vraiment, alors là, elle était ultra dirigée celle-là, hein, mais je sentais, Génial ça. me sentais super bien, quoi. Et j'étais parti et j'avais pas envie de dormir. La deuxième, c'était pareil. Je suis parti, j'avais pas envie de dormir. La troisième, waouh, là, tu as envoyé la sauce, là, celle où il y avait, tu m'avais fait toute une série de expiration, inspiration. C'était très, très fort, ça, hein. Ah bah Mais à la ouais. fin de cette séance, j'étais, poum, j'avais du travail, j'ai dû aller travailler. Mais c'est là, je serais bien allé faire une petite sieste, hein. Ouais, mais t'as pas et pourtant tu as pas dormi. Mais parce que tu es, à la base, c'est vrai que tu as un profil un peu spécifique dont on a discuté et des profils comme les tiens, bah, il y en a beaucoup. Il y a à peu près, je pense 10 de la population comme ça et il faut bien comprendre que l'état de transe, il est, commun à tout le monde. Pourquoi? Parce que, hem, on en a besoin pour régénérer le cerveau. Donc c'est très important. Donc on a forcément des états de transe tout le temps, le tout c'est de l'attraper et un petit peu comme dans le rêve lucide, trouver le bon moment, le bon niveau où justement, bah, là tu vas pouvoir, travailler. Il n'y a pas de raison, mais il faut passer du temps et c'est vrai que les thérapeutes, c'est pas des choses qu'on peut faire payer, des tests d'induction. Donc passer du temps comme ça, bah oui, c'est ça prend du temps, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine pour les travaux supplémentaires, pour tout ce qui va venir après, heu, ça vaut la peine, ouais. Mmh. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de toi qui pratiques ça maintenant depuis longtemps, donc tu as vu tu pratiquais ça et puis tu as vu arriver cette déferlante d'hypnose en ufologie et sur le net. Moi, j'ai déjà remarqué quelque chose. Bon, je crois que c'est un Espagnol hein, qui est en tête des abonnés. Je crois quelqu'un avec 60 ou 80 000 abonnés. Lui, par contre, il voit il voit des gris partout, mais ils sont tous gentils, ils sont là pour nous aider. T'en as un autre, c'est un Italien hein, qui a moins d'abonnés, mais qui fait des centres de formation pour faire une team. Bah, lui, il voit tout, mais ils sont tous mauvais. T'en as d'autres qui voient que des reptiliens. T'en as qui voient la Terre creuse, t'en as qui voient la Terre plate, t'en as qui voient la Terre beaucoup plus grosse qu'elle ne l'est. Quand tu fais la somme de toutes ces vidéos, tu te rends compte que ça a ni queue ni tête, quoi. Bah, alors,
Et oui, c'est un sujet dont on parle beaucoup dans la profession, par beaucoup d'hypnothérapeutes et faut savoir que la majorité des hypnothérapeutes ne publient pas leurs régressions. Moi, je ne le fais pas. J'ai une personne qui l'a fait, mais c'était sur sa chaîne personnelle parce qu'elle avait besoin de le montrer à des personnes pour elle, dans sa communauté. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'aujourd'hui là-dessus, c'est un gros sujet, dans le sens où j'ai récupéré aussi 2 personnes, moi, qui provenaient de ce type de séance-là. Heu, il suffit simplement de regarder un peu plus ces vidéos. Je me suis beaucoup intéressée pour avoir regardé beaucoup de ces vidéos-là. On a beaucoup de suggestions. On a quand même beaucoup de suggestions et comme me dit, une de mes clientes, elle me dit qu'elle a été orientée dans un endroit où elle voulait pas aller. C'est-à-dire qu'on l'a menée vers quelque chose où elle ne voulait pas aller et je pense que la neutralité, elle est ultra importante. Mettre à côté ses croyances, c'est important également. Moi, je le fais régulièrement. Mes croyances, j'en ai, comme tout le monde. On a tous une phase spirituelle quelque part. De les mettre de côté et de laisser la personne y aller. Hem On se trompe de cible, enfin, c'est mon avis, hein, je suis pas là pour juger. Il y a des gens, qui s'en sortent, il y a des gens pour qui ça fait du bien. Maintenant, j'ai récupéré aussi une personne, je me permets de le dire parce que c'est un cas assez, qui m'a un peu, estomaquée. C'est que, cette personne a fait ce type de régression-là et elle est rentrée chez elle. On l'a orientée et quand elle est rentrée chez elle, elle était traumatisée par le fait d'avoir peut-être des reptiliens dans sa pièce, chez elle, invisibles. Donc elle était en panique de se dire: «Mais si ça se trouve, dans mon appartement, il y a, des reptiliens que je ne vois pas, qui sont en train d'absorber mon énergie sans que je m'en rende compte». Donc ça, c'est un petit souci, pour certaines personnes qui n'arriveraient pas à peut-être faire la part des choses. Heu, il faut savoir aujourd'hui, quelle est la cible réellement d'une hypnothérapie? Où est-ce qu'on va? On va régler un problème. On n'est pas là pour une méthode de recherche. Si on va pour une méthode de recherche, il y a des protocoles que j'utilise aussi moi dans mes pratiques de remote viewing, qui permet d'aller chercher un peu plus d'informations, d'aller un petit peu plus loin, pour chercher uniquement de l'information. Là, on est dans un protocole en hypnose régressive qui permet de de guérir quelque chose en soi-même, quelque chose d'émotionnel, un problème émotionnel qu'on va avoir, un problème comportemental. Le fait d'avoir, systématiquement des reptiliens, moi je comprends pas. J'ai fait une formation, une école, on fait de la régressive, personne ne voit de reptiliens. Moi-même, dans ma carrière, j'ai fait des régressions, autour de mes amis, donc déjà moi par moi-même, autour de mes amis aussi, au début, en professionnel. J'ai vu une seule fois une personne qui a vu un serpent se présenter en entre-deux-vie, c'est tout. Et les régressions, il y en a, j'en ai fait, suffisamment pour ça. Donc je pense que ces régressions-là sont malgré tout dirigées et on le sent par le protocole et quand on va voir ces régressions avant et qu'on y va, on sait de quoi on va parler et si c'est pas le cas, de toute façon, la personne va nous y emmener quelque part parce qu'on le sent en te présentant, justement une entité. Ah, je tiens à une chose, je t'avais parlé du protocole ericksonien qui s'appelle la peur des c'est moi. C'est important, c'est un protocole ericksonien qui existe, qu'on utilise souvent en hypnose ericksonienne, où on fait se présenter le responsable. Donc ça te parle, le responsable, qu'il se présente là devant. Donc c'est exactement, on est dans le même principe, tu vois? Et l'idée, c'est que quelque chose va apparaître devant toi et forcément, c'est aussi une peur. C'est le responsable d'un problème qui est chez toi. L'éricksonien ne laisse pas sa place à l'ésotérisme, hein. C'est uniquement de l'imager et quelque chose va se présenter devant toi, donc ça peut être, la mort, ça peut être, une tâche, enfin bref, je te laisse, imaginer tout ce qui est possible et on est exactement sur le même protocole. Sauf que on part sur le fait que c'est le cerveau qui va à ce moment-là représenter l'objet de sa peur ou de son problème et le protocole est le même. Alors que le protocole d'une hypnose régressive, c'est de revenir en arrière, d'où les vies antérieures. C'est pas un protocole de la peur des «c'est moi», tu vois? C'est pas du tout ça. Donc le fait de partir en induction, alors je vais me faire des ennemis en disant ça, mais
De partir en induction et de dire: «Voilà, maintenant, fais venir le responsable», c'est pas l'hypnose régressive pour moi. L'hypnose régressive, c'est repartir dans un souvenir. Alors Oui, oui. effectivement, on va chercher l'origine, mais à partir du moment où on part l'origine et on fait venir le responsable devant toi et qu'il se présente, sans induction profonde, heu, oui, l'Erickson, on n'est pas en induction très, très profonde, hein, tout le temps, hein, on est souvent en hypnose très légère. Bah oui, le cerveau va représenter l'objet de nos problèmes. Donc effectivement, si un hypnothérapeute est réputé pour avoir un type de problème qui se présente sous une certaine façon, bah, on va le voir régulièrement. Mm. Ce qui est surprenant, c'est que effectivement, quand même, le monde de l'hypnothérapie, vous connaissez quand même un peu, un peu tous. Il y a un petit peu des écoles hein, qui sont connues en France. Toi, tu en as fait beaucoup aussi, parce que tu as voulu aussi mettre des mots, avoir des diplômes, Ouais. malgré que tu faisais des hypnos depuis toute petite. Moi, j'ai déjà remarqué, parce que je discute avec beaucoup de monde, que tous ceux qui ne sont pas en vue comme toi, qui mettent pas des vidéos sur YouTube, ils voient jamais, eux non plus, de reptiliens, de gris. Par contre, ceux qui font du spectacle, eh ben, ils voient toujours des reptiliens, ils voient toujours des gris, ils voient toujours des êtres de lumière, ils voient des choses extraordinaires. Alors je me dis, il y a un truc là, il y a une dichotomie qui est tellement énorme. Qu'est-ce qui se dit dans les instituts de formation d'hypnothérapie sur ces gens-là qui sont qui sont passés par leur école, hein, et Ouais, qui sont devenus des vedettes? exactement. Alors je voulais dire que oui, j'ai tenu à faire moi des écoles parce que je pouvais pas me baser que sur une expérience, surtout en devenant professionnelle. Sachant que j'utilise quand même ces expériences aujourd'hui, hein. Malgré tout, elles sont quand même primordiales, parce que s'adapter à des protocoles toujours les mêmes, c'est pas ce qui m'intéressait et comme tu l'as dit, ce sont souvent des formations assez courtes qui, au maximum, vont s'étaler sur 3-4 mois. Hem, Qu'est-ce qui se dit sur ces personnes-là? Si tu veux, ce sont des institutions pour la plupart qui sont assez, ouvertes, et qui sont pas dans le jugement. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va surtout rediriger en disant: «Voilà, essayez d'obtenir une certaine éthique, essayez de garder vous, conscience de votre, pratique et surtout on nous recommande nous d'être ultra objectifs sur notre travail» et c'est pas toujours le cas parce que quand ça fonctionne bien pour toi et que tu commences à voir des choses et que tu commences à avoir des résultats, si ça va très vite, tu peux le problème, c'est d'avoir un apprentissage et que ce soit dans tous les domaines, hein, avoir un apprentissage, dans la main et puis qu'il y ait un résultat immédiat et que ça fonctionne bien et que tu vois que les personnes, ça fonctionne, waouh, tout va bien. Tu peux très vite perdre la tête jusqu'au moment où il y a un dérapage. Mais comme tout est allé bien avant, tu te remets pas en question, tu vois? Donc tu dis: «Non, non, c'est pas le problème, c'est pas ma méthode, c'est la personne», tu vois? Et ce qui se dit là-dessus, c'est que qu'est-ce que tu veux faire? Ces thérapeutes, ils sont en place, il y a des choses qui fonctionnent pour eux. Voilà, ce qui est critiquable, c'est le manque de suivi, tu vois? C'est le manque de suivi. Moi généralement, toutes les personnes qui ont besoin, je suis disponible pour en discuter après, pour voir ce qui s'est passé dans les 15 jours, voire un petit peu plus tard. Ce qui est dommage, c'est ce côté à la chaîne et puis c'est surtout qu'on n'a plus d'application sur l'induction. Une induction qui se fait sur un décompte où après on voit juste des portes, c'est ouais, on peut se poser des petites questions, ça peut marcher sur certains, mais pas d'autres. Le problème, c'est qu'on va pas plus loin, si tu veux, dont un, la personne, ce qu'elle recherche vraiment et 2, à la fin, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse. Tu vois, tu me disais, je t'ai posé beaucoup de questions, on a essayé de voir qui tu étais et autres. Quand tu as des personnes à la chaîne comme ça, tu peux plus prendre de temps comme ça avec chacun pour analyser et pourtant c'est important parce que le travail, il est pour la personne elle-même, tu vois? Et puis, bah, à la fin, tu prends pas de temps non plus pour débriefer. Ouais, c'est clair. Et Ouais. ce que je disais souvent, hélas, effectivement, moi je récupère beaucoup de personnes qui ensuite sont bloquées hein, carrément par ces personnes quand elles vont mal. Elles ne gardent que ceux qui vont bien, et que ce soit dans les commentaires, que ce soit dans les discussions, elles sont rapidement bloquées. Sur les sites internet, on ne garde que les résultats positifs et pas les résultats négatifs. Mais toi, au début, les gens, parce que bon, celui qui veut aller voir des reptiliens, qui veut comme aller chez l'hypno, comme s'il va aller voir Star Wars au cinéma, bon, à la limite, pourquoi pas. Mais toi, au début, les gens, ils venaient chez toi, pourquoi? Alors, le début, ça a été mon entourage.
tu vois? Alors pour revenir sur ce qu'on disait juste tout à l'heure, je dis pas que c'est pas possible, hein. Je dis que ce genre de thérapie peut marcher sur certains. Je dis juste qu'il y a pas de prudence, c'est ça qui est dommage, hein. Bah, C'est tout à juste ça. fait. C'est comme l'effet placebo, hein. Un médicament est mis sur le marché si il dépasse de 30% l'effet placebo, qui est énorme lui-même, hein. Ouais, c'est ça. Alors moi, au départ, les gens venaient me voir parce que j'étais déjà dans un milieu ésotérique de par ma famille et que je me suis aussi beaucoup intéressée à la conscience, à tout ce qui était cérébral, les fréquences cérébrales et autres. Donc je suis un petit peu, à côté de ça, je suis quand même assez, je suis plus une essayiste, une chercheuse, j'aime beaucoup l'expérience, donc j'ai connu beaucoup de gens avec qui j'ai partagé. Les gens qui venaient me voir, c'est des gens qui savaient que j'avais à l'époque, hein, c'était il y a 15 ans, c'était pas en tout le monde n'en parlait pas comme ça, comme sur internet, ça savait pas du tout, ça restait dans des milieux ésotériques, on va dire. Donc j'ai commencé à faire ces pratiques-là, les gens venaient me voir parce que eux-mêmes avaient besoin de retrouver leur vie antérieure. Parce que en général, ils avaient des phénomènes face à certaines personnes aujourd'hui. Par exemple, j'ai une personne dans ma vie, avec laquelle j'ai un certain lien, j'aimerais savoir d'où ça vient. J'ai l'impression d'avoir des connaissances sur certaines choses, j'ai envie de savoir d'où ça vient. J'ai un blocage au niveau, de mes comportements, par exemple, voilà, je me rends compte que quand je suis face à tel ou tel type de personne, je perds mes moyens, je comprends pas d'où ça vient. J'aimerais bien savoir comment je pourrais effectivement reprendre mes esprits et agir comme je le souhaite face à ce type de personnes-là. J'ai des problèmes de confiance en moi. Donc, on va chercher les origines, bah, un petit peu comme ces travaux-là, mais dans des vies antérieures. Et parfois, ça arrive d'ailleurs aussi qu'on arrive dans la vie même de la personne, où on revient en arrière dans son enfance, où on va revivre un événement, par exemple, je prends quelqu'un qui a du mal avec l'autorité, qui se fiche complètement, bah, il va se rendre compte que peut-être dans sa vie, en étant petit, il va retrouver son père, dans une grande colère. À un moment, il a trouvé, que c'était injuste pour lui et qu'il n'a pas pu agir. Et on va travailler sur ce sentiment-là et avoir accès à plus d'informations. L'idée, c'est de travailler l'émotionnel pour, à ce moment-là, si tu veux travailler sur, ce qui s'est passé réellement, quelle vue aujourd'hui il aurait sur cette scène et comment on va pouvoir réparer ce genre de choses. Et après, ça va aller un petit peu plus loin. On va faire un travail de rupture de contrat d'âme quand c'est besoin, quand c'est nécessaire, quand il y a vraiment des événements traumatiques qui se sont passés, que ce soit dans les vies antérieures ou dans la vie actuelle. Et après, on va mettre en place aussi une futurisation. Et après, il y a d'autres petits protocoles, moi, que j'ajoute, que, j'ai appris. Alors, c'est en fonction des personnes, sur quelques techniques, un peu plus en Amérique du Sud ou, aux États-Unis. Mais le protocole global, c'est celui-ci, c'est celui que connaissent les hypnothérapeutes en régression, sachant que je vais ajouter des choses de mes expériences à moi, en fonction du moment. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens aussi que je reçois, se plaignent, du fait qu'ils ont vu d'autres hypnothérapeutes et que, sans arrêt, ils ont été mis sur un chemin toujours le même et que parfois ça leur est arrivé de voir d'autres choses, mais qu'on les a pas emmenés sur ce terrain. Et ça, j'admets que c'est pas évident pour un thérapeute. Pourquoi? Parce que, je pense que c'est très important quand tu fais la régressive, on va dire spirituelle, parce que c'est ça, d'avoir cette culture spirituelle. Moi, j'ai la chance d'avoir grandi, dans un milieu spirituel où, bah, tu vois, quand tu parles d'ufologie, je comprends ce que tu dis. Si je vais voir une émission sur les fantômes ou autre, les entités, je comprends ce dont on parle, les mémoires akashiques, je comprends ce dont on parle, bref. Donc, c'est important lorsque la personne va dans un endroit, de savoir ce qu'elle voit et comprendre, pour pouvoir l'emmener après aussi, dire: «OK, je comprends ce que tu vois, on va essayer de creuser un petit peu». Et beaucoup d'hypnothérapeutes sont soit limités par le temps, parce que des séances d'une heure, c'est compliqué. Souvent les régressions, c'est 2 heures et demie, voire 3 heures, parce qu'il faut parler un petit peu après aussi. Et aller voir ce qui se passe vraiment, creuser un peu plus, parce que parfois on trouve des petites pépites qui permettent à la personne après, tu vois, elle, de s'épanouir un petit peu plus. Donc prendre ce temps-là. Ouais, toi, tu fais vraiment un suivi, quoi. Tu fais une découverte avant, tu fais un suivi sur la durée, et ça donne des résultats assez extraordinaires. Beh, disons que
je tiens absolument avant les gens me disent tout le temps: «Ah tiens, mais on va faire une séance», et tu sais, ils ont un petit peu peur, tu sais? Souvent ceux qui savent pas ce que c'est, en plus, ils ont un peu peur. Ils disent: «Oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer?» heu, Moi, je fais toujours un entretien préliminaire d'une demi heure, une heure avant la personne qui est gratuit. Tant pis, je le prends sur mon temps, et à ce moment-là, on va voir exactement ce que la personne souhaite, comment elle voit l'hypnose, parce que ça, c'est vrai que, bah, on s'aperçoit que beaucoup de gens voient l'hypnose d'une manière et que c'est pas ça en fin de compte. Co Et donc de manière à pouvoir redresser certains points et en leur réexpliquant ce que c'est l'hypnose et ce que c'est un état d'hypnose, parce que c'est pas forcément ce qu'on croit et pour chacun. Et à ce moment-là, on va faire ce petit travail et au moment où on fait la régression, la personne est en place. Pourquoi? Parce que pour l'hypnose, il y a trois choses qui sont nécessaires. Il y a l'acceptation, il y a la confiance et il y a le lâcher prise. Donc cet entretien-là préliminaire, il va permettre justement déjà de faire connaissance, que la personne entende ma voix déjà dans un premier temps, de faire des tests et de voir si elle se sent bien et c'est à elle de choisir après si elle souhaite faire une séance ou pas. C'est vrai ça, j'avais oublié que tu m'avais demandé quelles étaient mes appréhensions par rapport à l'hypnose et quelles pourraient être mes Ouais. peurs. Et donc, c'est vrai que je t'ai déroulé tout un menu de tout ce que j'avais peur. Tu m'avais rassuré point par point sur tout ça. C'est ça, c'est un truc qui est capital parce que, l'appréhension, c'est justement, tu vois, c'est justement ce qui va bloquer. On a besoin d'un lâcher prise. Donc si la personne et tu parlais justement d'une chose quand on avait discuté un moment, beaucoup de gens ont l'impression qu'ils vont partir et qu'ils vont peut-être jamais revenir, ou alors qu'ils vont se détacher ou qu'ils vont être possédés. Je l'ai eu, ça de temps en temps. C'est vraiment important de cadrer cette partie-là. C'est des choses dont on parle pas assez avec la personne et c'est important de prendre soin de la personne, tout simplement. Hum. Et quand je t'avais dit que moi j'étais un ultra cérébral et que j'arrêtais pas de penser et que donc c'est à cause de ça que je ne pouvais pas partir en hypnose, à ce moment-là, tu as mis en place, tu m'as dit, il ne faut absolument pas mettre en place des techniques de détente pour toi, mais des techniques de saturation. C'est ça et j'ai pu t'en parler d'autant plus que, je vais faire une confidence, c'est que moi-même, j'étais un cas au départ qui était pas hypnotisable et pour les mêmes raisons que toi. Donc c'est pour ça que, ce que tu peux vivre, je connais ça et puis, mais les gens changent au fur et à mesure de leur vie, tu vois? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la vie, on a des états où on va être plutôt propice ou pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une induction qui est tout le temps la même. On a des périodes, c'est plus difficile, on a des périodes, on va plus réfléchir, des moments de notre vie où ça va être un peu plus compliqué. Donc, tu vois, tout ça, c'est important de le mettre en place et c'est vrai que oui, ces techniques de saturation, elles sont importantes, pour justement lâcher prise. Comme on parle de l'imaginaire aussi, tu vas avoir des écoles, j'en ai eu une, où on t'interdit de parler du mot enfin, imagination et tu vas en avoir d'autres où on sait que c'est un levier où s'il faut, certaines personnes, il faut mettre un palier d'imagination pour pouvoir déconnecter, imaginer tout ce que tu peux, pa 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 pa, de manière à relâcher le cerveau comme s'il allait revenir, tu vois, sur quelque chose d'enfantin, à une naïveté enfantine et là, il aura relâché et là, il sera prêt à passer sur une autre phase. Alors c'est des inductions qui risquent de durer effectivement une demi heure, trois quarts d'heure, mais pour les premiers rendez-vous, des fois, c'est important, parce que déjà la personne va apprendre à lâcher et pour les hypnoses suivantes, elle sera déjà plus en place et elle arrivera déjà un peu plus à partir. Mais les premières hypnoses sont capitales. D'accord. Et les techniques de remote viewing, tu peux nous en parler un petit peu? Parce que ça, c'est quand même assez novateur pour la France, hein, je peux te le dire. Tout à fait, tout à fait. Alors, je suis en train, moi, de faire un projet, particulier là-dessus, avec, 2 remote viewers, comme on dit, où on commence à mettre en place ces applications-là et qui seraient plutôt des techniques, alors elles sont limitées, c'est-à-dire que tu peux pas appliquer ça à tout le monde. Il faut quand même, déjà des gens qui soient susceptibles, sensibles à l'hypnose, très fortement. Il faut des personnes aussi qui soient dans la clairvoyance, qui est déjà une base là-dessus, donc beaucoup de ressenti, par exemple, déjà dans sa vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui
qui n'est pas forcément voyant, on peut mettre en place quelques tests. D'ailleurs, on verra, là je vais faire le site internet, mais je fais aussi du coaching spirituel où justement j'aide les gens à développer ces facultés sensorielles, c'est-à-dire en termes de clairvoyance, par le biais de petits ateliers. Donc ces personnes qui arrivent après avoir ce ressenti-là, on va les envoyer à une destination donnée. C'est-à-dire que dès le départ, on va programmer des coordonnées. On va dire, voilà, tu vas aller à tel endroit et tu vas prendre de l'information à tel endroit. Donc, on y va en tant qu'observateur. Donc, je crois que je vais regarder là, c'est plus simple. On va aller en tant qu'observateur sur place et prendre des données. Tu vois, prendre des données, savoir ce qui se passe, savoir ce qu'on voit. Donc, ça ne concerne pas sa personne. C'est vraiment un voyage expérimental où on va partir. Alors, en général, les remote viewers, on les utilise à la CIA. Hein. C'est une technique qui est utilisée depuis très très longtemps, depuis plus de 50 ans. Et l'idée, c'est de se projeter à un endroit pour prendre de l'information. Donc, les Russes l'ont utilisé pour envoyer des espions américains de manière cérébrale et prendre de l'information. Ces techniques sont disponibles aujourd'hui au grand public pour pouvoir partir sur un site. Donc, on l'a fait sur Terre, il y a une personne qui l'a fait sur la Lune. Et effectivement, en poussant un peu plus, on pourrait peut-être voir d'autres choses. D'autres choses. Et ce sont des techniques qui sont plus en clairvoyance avec des protocoles d'induction et de départ un peu différents. Ouais. Non, mais ça, c'est super. Hein. Quand tu développeras ça, je serais ravi de refaire encore une émission avec toi pour voir un petit peu le résultat de ces tests. Je suis en début parce que là, je suis vraiment sur les expérienceurs. Et pourquoi j'en parle pas beaucoup, c'est parce qu'aujourd'hui, je me base juste sur le minimum que je sais, des protocoles comme beaucoup de thérapeutes d'ailleurs le font pour eux. Mais j'aimerais faire des expériences supplémentaires pour aller plus loin et surtout pour développer un peu plus la technique parce qu'aujourd'hui, elle a qu'un seul protocole et j'aimerais bien l'étoffer, tu vois. J'ai bien compris que tu n'aimes pas quand il n'y a qu'un seul protocole. Et de toute façon, j'ai aussi bien compris que tu aimes bien expérimenter, chercher comme moi. Et je te fais confiance dans ce domaine-là. Alors, on a aussi entendu que dans tes expériences, tu n'avais jamais vu de reptiliens et de petits gris. Et tu as parlé tout à l'heure d'entités. Alors, quels sont ces types d'entités que tu rencontres? Alors, les entités, on va de toute façon à l'entre-deux-vie. Alors plutôt, je vais te présenter ça différemment. C'est-à-dire que quand on fait les vies antérieures, à la fin, on a toujours une expérience de la mort. Alors, plus ou moins intense. Il y a des personnes qui ne supporteront pas, on ne va pas passer cette étape, mais parfois elle est nécessaire pour comprendre des choses. Et c'est là que l'âme va s'élever. Et lorsqu'elle s'élève, souvent les entités qu'on va retrouver sont les personnes qui étaient présentes dans cette vie-là, voire d'autres personnes aussi derrière. Et on va avoir aussi des guides où ça peut être interprété comme des guides de moi supérieur ou autre, mais souvent, tu vois, des formes blanches, souvent de la lumière, on ne distingue pas forcément le visage. Mais quand on voit le visage, de toute façon, on fait une description. Il se peut, parfois, c'est vrai, qu'il y ait des présences pas forcément souhaitées à cet endroit. Ça, j'avoue qu'on a eu ce cas-là. Maintenant, c'est pas grave parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir traiter tout simplement. Et simplement le fait de comprendre qu'est-ce que cette entité fait là, pourquoi, sans forcément sans arrêt, tu vois, avoir une méthode pour la chasser. On peut comprendre que cette entité n'est pas à sa place et lui faire comprendre également. Et souvent, ça aide à remettre les choses à leur place, c'est-à-dire à faire en sorte que cette entité s'enmaille elle aussi vers autre chose et retourne vers sa propre destinée et son propre fil. Parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de reptiliens et autres, bon, on sait très bien pourquoi ces présences sont censées être là, mais elles aussi ont une âme quelque part. Donc moi, je regrette un peu qu'on ne parle pas un peu plus de ça et qu'on n'aille pas un peu creuser un peu plus ça, parce que ces âmes-là ont peut-être elles aussi un passé, quelque chose, l'existence d'une âme ailleurs. Ou voilà, donc si vraiment c'était un cas qui était là présent, on pourrait aller chercher un petit peu plus loin aussi sur ce que font ces âmes-là et comment les ramener à elles-mêmes finalement. Oui, à partir du moment qu'elles soient réelles et qu'elles soient vraiment là. Ouais. Que j'ai un doute. Mais tout à fait, moi j'aime bien cette façon de présenter, un petit peu négocier avec les entités, leur expliquer qu'elles n'ont rien à faire là.
Parce que j'ai un ami qui, lui, est sur le terrain, sur des sites où, tu vois, il y a des gens qui emménagent dans une maison, même si ça fait peu sourire certains, il y a des choses assez incroyables qui s'y passent et pas toujours très positives pour les personnes. Il y a ceux utilisent des méthodes brutales qui n'arrivent pas à grand-chose, et puis lui, il utilise des méthodes, on va dire, d'échange, quoi, d'explication, expliquer que, voilà, on peut partager l'endroit, et ça marche super bien. Bah, faut savoir que, la plupart du temps, ces entités qui peuvent être négatives, enfin qu'on ressent comme négatifs, je dirais plus ça, hein, elles sont pas forcément sur un plan de conscience ultra éveillé. C'est-à-dire qu'on peut parler des fois des limbes ou autres ou, même nous, hein, quand, il y a des moments où on est sonné, où on n'est pas bien, on est dans un état second. Il faut penser aussi que ces entités ont peut-être pas toute leur conscience non plus sur le moment, qu'elles sont peut-être «malades» entre guillemets, qu'elles ne vont pas bien et je pense que dans tout état de cause, le respect de l'âme est important. Mm. Qu'il se présente de manière négative ou pas et par mes expériences que j'ai fait en entre-deux-vie avec certains expérienceurs, on a eu la chance de tomber sur des entités qui nous ont expliqué ce principe de dualité, en nous expliquant que la dualité est perceptible et c'est un message intéressant, par l'homme, mais que c'est pas si simple que ça. Il y a pas le bien, le mal, si que le tout fait partie finalement d'une évolution et à partir du moment où on a conscience nous-mêmes de sa mise en place, alors certes, c'est un petit peu effrayant de tomber sur ce genre de choses, et notamment, comme tu me dis, si des personnes arrivent dans une maison et puis qu'il se passe des choses un peu étranges et que c'est négatif, enfin qu'elles le ressentent comme ça, c'est normal, l'invisible fait peur. Hein. Euh, L'idée déjà d'être bien en place en soi-même, d'être bien serein soi-même et bien aligné pour ensuite pouvoir on va pas voir un médecin s'il est malade. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est important soi-même d'être déjà bien pour pouvoir aider ce genre de d'entité ou autre et lui faire comprendre qu'elle est peut-être sur un plan d'alignement qui est pas forcément bon pour elle et qu'elle peut trouver autre chose ailleurs pour aller mieux et avancer. Exactement. Et es-tu déjà tombé sur, on va dire, des entités possessives un peu violentes? C'est déjà arrivé? Alors j'ai eu un cas effectivement où, j'ai la personne qui s'est un petit peu agitée. Au moment où justement elle s'est sentie, en entre-deux-vie, on va dire, complètement enfin c'est une personne qui se sentait déphasée sur elle-même, hein, qui avait un problème apparemment éthérique, donc a voulu, tester, ces techniques régressives. Maintenant, elle s'est sentie, si tu veux, absorbée, elle a senti quelque chose qui allait pas, elle était à côté, elle se sentait étouffée. Donc après, moi, je mets en place toujours des techniques PNL. Lorsque oui, puisque je fais aussi de la PNL en plus que P- j'applique dans ces moments. Oui. PNL, tu peux expliquer? Son Personal Neuro Linguistic Language en anglais, mais tout simplement, on va l'utiliser. Beaucoup de gens font de l'hypnothérapeute font de la PNL, c'est-à-dire que tu vas imager certaines choses, tu vas remplacer, tu vas demander à une personne quelle est l'émotion de sa couleur, quelle est la couleur de son émotion, pardon, et la remplacer par une autre qui serait plus positive. Bon, il y a pas mal de techniques dans ce genre de choses, comme des scoring process. Là, je ne vais pas m'étaler parce que c'est un domaine un peu plus généraliste aussi, qui est, si tu veux, tu as les hypnotiseurs et tu as ceux qui font de la PNL, où tu es en parfaite conscience. Tu n'as pas besoin de partir en induction. C'est simplement faire des ancrages, des désancrages et plein de petits principes qui permettent justement d'avoir des comportements différents. Et ça permet de soulager des douleurs sur l'instant présent. Par exemple, si tu as un enfant qui vient de se faire mal et qui pleure, tu peux lui faire s'envoler la douleur, tu vois, dans les airs, et il va visualiser la douleur qui s'en va dans les airs, et puis ça va agir sur lui-même, tu vois. Et ça marche? Ouais, ouais, alors les enfants, c'est super, vraiment. Il y a des petites techniques comme ça. Et quand tu pars effectivement en hypnose, j'ai eu une personne qui avait des crampes, par exemple, au niveau des pieds. Tu peux justement la faire le temps d'un moment, lui faire ressentir quelque chose de plus doux pour elle, comme si c'était un bain chaud ou un bain frais dans lequel justement ses membres vont pouvoir se détendre. Si la personne se sent oppressée, tu vas pouvoir travailler sur ce sentiment d'oppression de manière à ce qu'elle soit plus à l'aise. Voilà, c'est des choses que tu ajoutes qui font partie d'une autre technique, d'une autre méthode et que tu peux ajouter tout à fait
quand tu en as besoin dans ce genre de moment-là. Ouais. Faut pas, pour moi, l'hypnose et tout ce qui tourne autour, c'est une caisse à outils, quoi, hein. L'idée, c'est de savoir comme un mécanicien, bah, si tu vas prendre plutôt une clé, un tournevis, et l'adapter au moment face à la situation, que tu as. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, oui, pour revenir un peu à des trucs plus classiques de l'hypnose, si quelqu'un veut arrêter de fumer, veut arrêter de boire, Ouais. il peut venir te voir. Alors je fais plus les addictions. Ah, Arrêter de boire, c'est aussi délicat parce qu'il faut être suivi, hein, l'absence d'alcool dans un corps, elle doit être suivie médicalement. Hem, je peux aider pour ce genre de choses. Arrêter de fumer également. Maintenant, l'éricksonienne, finalement, s'occupe très bien de ce genre de protocole et j'encourage les gens, à faire ça. J'en suis capable aujourd'hui. C'est plus que je réalise aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense avoir plus de compétences. Enfin, c'est pas que j'ai pas la compétence, mais j'ai une compétence plus développée dans la spirituelle et je préfère l'utiliser. Parce que ça me permet, si tu veux, d'aller piocher dans mes connaissances ésotériques. Et j'avoue que c'est quelque chose qui est plus plaisant pour moi. Voilà. mm. Euh, L'addiction en elle-même, on peut effectivement l'aider, mais il faut vraiment que la personne en soit absolument persuadée et le veuille réellement. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur l'hypnose régressive, et ça je le dis toujours à mes clients, nous les thérapeutes, on est uniquement des copilotes. Le pilote, c'est la personne qui part. Donc si la personne n'est pas absolument déterminée à arrêter et absolument déterminée à faire ce qu'il faut, ça devient un petit peu compliqué. Mm. Est-ce que tu as déjà eu des cas assez spectaculaires dans les vies antérieures? Oui, alors pour reparler juste des possessions, puisque je me suis, un petit peu, effectivement évadée, il y a une chose importante justement, tiens, parce qu'à la suite de la conversation qu'on avait eue ensemble là-dessus, j'ai repensé à une chose. Il faut faire très attention parce qu'on peut avoir dans certains cas des personnes, qui font des crises, hein, tout simplement. Hem, voilà, et qu'on peut justement associer à des cas de possession. Donc moi, j'ai toujours un formulaire que j'envoie à mes clients avant pour savoir, dans quel état physique ils sont, s'ils prennent des médicaments ou autres. C'est un formulaire qui est nécessaire pour savoir déjà, à qui on s'adresse. Mais tu Oui, peux c'est vrai, ça, j'avais oublié ça aussi. Tu m'avais fait un bulletin de OK. santé, si je prends des médicaments, psychotropes, opérations, blablabla. C'est vrai, ça. Les autres ne font pas ça. Oui, alors c'est léger, enfin, il y a pas grand-chose. Je te demande juste si c'est sous traitement et si tu as eu, un problème, de santé, en cours ou dernièrement. Mais effectivement. Non, mais c'est important quand même de le demander ce que tu fais, ça, hein. Ah bah oui, parce que quand tu as des cas par exemple de schizophrénie, alors tu me diras la personne elle remplit ce qu'elle veut. Oui, bien sûr. Et quand des cas, tu as des cas de schizophrénie où, Pierre, devient Jean-Charles, voilà, ça c'est comme des choses, voilà, on n'a pas envie, finalement de s'y coller. Hem, mais au niveau des cas de possession, il peut y avoir aussi des crises qui peuvent être associées à ça. Il faut vraiment se méfier là-dessus. Et puis, c'est quand même très rare dans ce genre de cas. Comme je t'expliquais au niveau mental, des gens qui sont très accrochés, c'est très rare que ça leur arrive. Moi, j'ai eu un cas où une personne s'est sentie secouée, mais c'était pas un cas de possession. C'était, je pense, elle qui s'était mise dans cet état-là et bah, il se peut, des gens qui vivent un peu trop fort la chose. Dans ces cas-là, moi, je calme tout de suite les choses et dans le sens où je l'accompagne, je la calme, on la détend, clairement et surtout rester toujours objectif, objectif, objectif. Ça, c'est quelque chose d'important. On simule pas, on voit ce qui se passe réellement et on désoriente la personne, si jamais il y a un souci de ce type. Mais par contre, moi, j'ai déjà vu, hein. J'ai déjà vu un hypnothérapeute faire une séance à quelqu'un. Un hypnothérapeute s'essayait à l'hypnose régressive. Ça faisait pas longtemps qu'il en faisait. Et je ne sais pas pourquoi la personne a été comme possédée, quoi. C'est-à-dire les scènes de films que tu vois dans l'exorcisme étaient là. Et la personne a dû appeler, alors évidemment quand tu es en distance, hein, c'est un petit peu compliqué, hein. La personne a dû appeler une sorte de médium exorciseur à distance qui a travaillé sur la personne, je pense, quelque chose comme 6 heures, hein. Ça s'est terminé à la petite nuit, hein. Moi, je me demande quand même dans ce genre de cas si alors toi tu as vu, moi j'ai pas vu la vidéo, mais est-ce que Ah non, justement non, alors là, évidemment, on va pas filmer ça pendant 6 heures, non, mais des mais extraits qu'on m'a montrés, que j'ai en plus. est-ce qu'il n'y a pas un sujet à la crise d'épilepsie?
Je sais pas, je peux pas te dire. Après, Parce j'ai pas que ça ressemble, hein. confirmé et ils ont pas enquêté dessus. Mais c'est possible, tout à fait. Ça Puisque ressemble. La crise l'épilepsie peut d'épilepsie ressembler, oui. ressemble. Moi, j'ai vu une personne en cas de crise d'épilepsie, je peux t'assurer qu'on peut penser qu'elle est possédée. Ouais. Bah, au Moyen Âge, on pensait que c'était des gens qui étaient possédés. Exactement. Donc, il y a quand même des cas physiques. Les possessions, j'ai rediscuté de ça avec une personne que je connais bien et qui connaît très très bien ce sujet après avoir parlé avec toi de ça. Et c'est quand même très 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 rare. Et c'est pas n'importe qui. Une personne, c'est pas n'importe qui vit ce genre de choses-là. Il faut être quand même certaine, il faut être ouvert. C'est pareil, j'ai des personnes qui me disent oui, j'ai peur qu'on me prenne mon âme. Ça se fait pas comme ça, hein, même en manipulation et autres. L'âme, elle est quand même sacrément rattachée. Tu pars pas comme ça, hein, et tu laisses pas ta place comme ça. Alors, il y a des personnes qui ont des tempéraments ouverts, channeling, qui effectivement peuvent laisser la place à certaines choses. Tout dépend ce qu'elles acceptent. Euh, mais les cas de possession, comme tu en parles, moi, en tout cas, j'en ai jamais vu. J'en ai entendu parler, mais comme on disait, voilà, de manière très très rare. Et il y a eu quand même des recherches là-dessus aussi. On parle de la crise d'épilepsie et pour avoir exploré, si tu veux, un peu ces mondes-là, que ce soit en monde d'hypnothérapie, en monde de méditation, en monde de rêve lucide, et également, je n'ai pas tout vu, hein, c'est mon expérience et je parle de mon expérience à moi. Le monde aussi chamanisme, légèrement, c'est-à-dire vraiment de manière ultra, uniquement hypnotique, sans substance, sans rien. Le monde d'en bas, le monde d'en haut, je pense vraiment que pour être possédé, faut y aller, quoi. Ça se fait pas comme ça. Voilà. Hmm, je pense aussi. Et bah, toi qui es dans la spiritualité, est-ce que on peut parler de d'anges et de démons? Bah, si tu veux, avec plaisir, oui. Alors, qu'est-ce que c'est les anges? Qu'est-ce que c'est les démons pour toi? Bah, ça reste ma vision, hein. Oui. Alors, c'est marrant que tu dises ça. Je m'étais effectivement intéressée à l'angéologie très tôt, à la suite de certaines expériences dans ma vie étant enfant. À l'âge de 15 ans, bah, j'avais tout de toute façon à domicile pour pouvoir piocher là-dedans. Alors, je tiens à dire que j'ai quand même eu ce cas où je me suis un peu retirée de ma famille à un certain moment vers les 20 ans pour être sur quelque chose de plus concret. Je suis très cartésienne quand même au fond, malgré tout. Je suis très matheuse, j'aime bien les choses concrètes, j'aime bien la recherche, j'aime bien ce genre de choses. Ce que je reproche juste, ce sont les dogmes qui sont appliqués à ça, parce que bah, dès que tu sors, bah, ça y est, tu deviens un pestiféré, alors que les expérienceurs sont finalement, je vois pas pourquoi on ne prendrait pas leurs expériences en compte, puisque ça sort des dogmes, mais pourtant c'est le cas. Alors, je me suis évadée de ta question. Tu me disais, excuse-moi Sylvano, j'ai oublié ta question. Est-ce que tu Les peux me anges et répéter? les démons. Oui. Alors, je me suis intéressée à l'angéologie parce que j'avais des phénomènes dans ma vie qui étaient assez incroyables. Et surtout, j'ai eu beaucoup d'assistance au niveau de mes rêves. Comme j'expliquais, j'ai fait des rêves lucides très tôt, à l'âge de 8 ans. À l'époque, on ne savait pas du tout ce que c'était, hein, même le milieu dans lequel j'étais. Et On dit que les rêves lucides, hein, parce que ça sert toujours de remettre, oui, c'est on rêve, on sait qu'on rêve, et donc après, il y a des personnes qui peuvent diriger voilà. ce rêve et d'autres pas, qui le subissent. C'est ça? Mais on sait qu'on rêve. Voilà. Un rêve lucide, oui, il y a plusieurs niveaux d'utilité. Donc, le premier rêve lucide, c'est quand tu sais déjà que tu rêves. Tu as conscience dans ton rêve que tu rêves. Après, tu peux vivre les choses. Tu es emmené, mais déjà, si tu as une première conscience que tu sais que tu rêves, c'est un premier niveau de lucidité. Ensuite, tu as un second niveau de lucidité qui fait que tu peux concevoir ton rêve. C'est pas si simple que ça, mais c'est très agréable et surtout, ça entraîne ton cerveau. Et à terme, tu peux vraiment, vraiment performer ton cerveau. Tu peux vraiment avoir des aptitudes supplémentaires. Tu peux t'entraîner sur des situations du réel que tu vas justement refaire au niveau de ton cerveau. Donc, je suis en train de faire une étude justement là-dessus, hein, justement les états cérébrales qui permettent de faire un lien. Ça se travaille, ça? Bien sûr. Alors, à l'époque, moi, ça l'était naturellement. Pour beaucoup de gens, ça l'est naturellement et de plus en plus chez certains enfants et jeunes aujourd'hui. Et aujourd'hui, il existe
des sites là-dessus, notamment des forums. Je ne sais pas si je peux me permettre de citer une personne, mais Bien sûr. qui est essayiste, que je trouve fantastique, Attrape-Songe, qui a écrit un bouquin, mais qui résume beaucoup de choses là-dessus et qui est surtout lisible par n'importe qui, même aux plus novices. C'est un livre qui s'appelle Attrape-songe. Non, je crois que c'est le guide du rêve, le guide pratique du rêve lucide. Et c'est D'accord. publié par la personne qui gère le site, le forum Attrape-Songe. Et je tiens d'ailleurs, si je peux faire une dédicace là-dessus, à remercier parce que grâce à ce site-là, moi, j'ai pu avancer plus dans ma pratique. C'est-à-dire qu'au début, je la vivais moi-même seule. Ça m'a donné des éléments supplémentaires. Et puis pour des gens qui ne font pas de rêve lucide aussi, qui peuvent trouver des pistes, surtout qu'elle est très, je trouve, très protectrice et elle met en garde sur certaines pratiques dont on parle, qui ne sont pas pour tout le monde. Qui parlent d'ailleurs de la paralysie du sommeil, d'ailleurs. Ah ouais, mais Donc, c'est vrai que ça en fait des thèmes à aborder. On part dans tous les sens, mais bon, ça c'est face à face, c'est comme ça, on n'est pas c'est vrai. structuré, on prépare rien à l'avance. Mais c'est vrai que moi, ça m'intéresse énormément de pouvoir travailler cette partie de rêve lucide où j'aimerais bien diriger mes rêves parce que, comme je l'avais dit dans ma conférence du mois d'août, il m'était arrivé un fait récemment, c'était une scène que j'ai vécue au bureau d'une collaboratrice qui vient m'annoncer quelque chose et le lendemain, moi, j'ai rêvé qu'elle m'avait écrit par email et que je lui avais répondu, quoi. Mais c'était tellement vrai que je comprenais pas pourquoi elle venait dans mon bureau m'en reparler, tu vois. Ouais. Et ça, c'est pas dans la catégorie rêve lucide, c'est quoi ça? Rêve prémonitoire Prémonitoire. ou D'accord. alors déjà vu. Et c'est assez impressionnant, hein. Mais Alors ça, ça peut être aussi autre chose puisque bah, dans l'étude que je suis en train de faire, justement, on réunit tous ces états cérébrales et notamment la notion du temps qui n'est pas, tu vois, ah, en mhm. disant qu'on peut créer aussi des souvenirs futurs, tu vois, c'est et on pourrait être dans ce cas-là. Ah ouais, mais ça c'est vachement intéressant. Effectivement, à partir du moment que le temps n'existe pas, et puis là, bah, c'est pas ésotérique, puisque c'est des physiciens quantiques. Je conseille l'excellent livre de Carlo Rovelli là-dessus, si le temps n'existait pas. Et si le temps n'existait pas, pour une interrogation, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de passionnant, parce que si on pourrait créer notre futur, là, waouh, pas Alors mal. justement, dans l'hypnose, alors là, l'étude que je fais, c'est vraiment comment trouver des passerelles entre plusieurs états cérébrales, c'est-à-dire la méditation, l'état hypnotique et l'état de rêve. D'accord? Comment utiliser justement ces 3 états-là en passerelle pour pouvoir travailler sur soi-même? Donc travailler sur soi-même pour justement développer des facultés sensorielles, donc comme tu en parles, créer effectivement des choses, puisqu'à partir du moment où tu atteins ces niveaux-là, tu peux être en création. Et d'ailleurs en séance hypnotique, moi je le fais sur certaines personnes, on crée un avenir futur. Puisque, comme disait Richard Bandler, c'est que l'avantage du passé, c'est qu'il est passé, il est derrière nous. L'avantage du futur aujourd'hui, c'est que rien n'est fait et tu as tout à créer. Et dans ce message-là, ce qui est bien, c'est que tout est dit en fin de compte. C'est-à-dire que tu peux effectivement co-créer un souvenir de manière à ce que, enfin, créer un souvenir de manière à ce que toi-même, tu puisses te parler à toi aujourd'hui. Mhm. Toi-même, dans le futur, tu te parles à toi aujourd'hui. Bon, c'est une étude un peu poussée. Là, je suis en train d'écrire un bouquin là-dessus qui est en train de bien avancer, où on mêle un peu ces états cérébraux et finalement, je vais donner des méthodes pour pouvoir communiquer avec soi-même à quelques moments donnés, que ce soit de sa vie. Moi, j'ai des souvenirs, situation délicate, quand j'avais déjà peut-être 12 ans, où je me voyais à 17 ans chez ma grand-mère en train de me parler. Et ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, j'avais pas la même couleur de cheveux, j'avais pas la même coupe de cheveux et j'étais, devant, un meuble bien précis chez mes grands-parents. Et ce message, moi, m'a fait beaucoup de bien et quand j'ai eu 17 ans, je me suis retrouvée un moment chez mes grands-parents, à cet endroit et effectivement, j'avais pas la même couleur de cheveux, j'avais pas la même coupe de cheveux. J'ai fait en sorte de me positionner devant ce meuble-là et de parler à la petite Cécile d'avant et de lui dire le message que j'avais entendu étant plus jeune. Et à l'époque, moi, je connaissais rien, tout ça, c'était un jeu. Il faut bien savoir ça. Pour moi, c'était un jeu, c'était de l'expérimentation, c'était quelque chose de marrant et au fur et à mesure de ma vie, j'ai mis en place ce genre de petites choses. Alors pas tout le temps parce que, bah, on n'y pense pas toujours et puis, bah, il y a des choses, mais on s'aperçoit qu'on peut créer peut-être certaines aides et tu t'aperçois qu'en développant le cerveau et
en lui faisant comprendre que tu y crois quelque part, eh ben, tu peux aussi le réaliser tout simplement. Et c'est là que tu deviens un peu plus maître des situations parce que si tu pousses ce genre de situation-là, tu vas plus loin en créant effectivement une futurisation par le biais hypnotique. Tu entraînes ton inconscient et ton cerveau à acquérir ce genre de choses, c'est-à-dire être mieux en toi, vivre des bonnes choses, être dans un bon état d'esprit. Donc si tu sollicites ton inconscient pour qu'il soit dans un meilleur état d'esprit par le biais d'images et autres, ton inconscient, lui, il a enregistré quoi? Il a enregistré le fait que tu es mieux. Donc quelque part, si toi-même tu es mieux dans ta vie, tu te sens mieux, tu vas forcément attirer à toi des événements meilleurs. Tu vois? Mais c'est passionnant ça. Mais t'as pas eu peur quand tu t'es retrouvé à 17 ans dans ce même endroit que tu avais vu 5 ans plus tôt? Mais tu vois l'avantage justement, l'avantage de ça, de toute cette expérience et c'est là où je remercie un petit peu, la vie, c'est que j'étais dans un état d'enfant, quoi. C'est-à-dire que, je vivais ma vie au quotidien d'enfant et que pour moi tout ça était un jeu en fin de compte. J'ai eu un éveil un peu par le biais de mes parents, mais au bout d'un moment, bon, je trouvais ça un peu nul comme on est quand on est ado: «Ouais, ouais, c'est nul, toi tu es toujours là-haut», voilà. Encore j'avais la chance d'avoir des parents qui étaient pas dans le secteur ultra new age, tu vois? Qui étaient très posés, très carrés aussi et aussi, finalement dans l'expérimentation et objectifs surtout. Ça c'est parce qu'il y a tellement de personnes dans l'ésotérisme qui se mentent, juste parce que ça leur fait du bien et qu'elles pensent saisir quelque chose, donc du coup, elles vont pas chercher plus. C'est dommage. Parce que du coup, on dissocie mal, bah, ce qui est réel de ce qui n'est pas réel dans les événements, dans ce qui se passe. Mais le fait d'être un enfant, tu vois pas les choses de la même manière, tu as pas de barrière, tu prends ce qui vient en fin de compte. Tu vois? Le fait d'avoir ces aptitudes et il y a d'autres enfants aussi que je suis, dans ce genre de domaine-là, c'est le fait de ne pas avoir de barrière et d'avoir toutes les possibilités et de tester des choses et je suis sûre que beaucoup de gens, au fin fond d'eux-mêmes, le soir avant de s'endormir, tester des choses, en s'endormant: «Tiens, et si j'imaginais ça? Tiens, et si je respirais comme ça?» Quand tu parles un peu plus avec les gens et qu'ils vont dans leurs souvenirs, bah, tu vois que, à l'époque, on n'avait pas de barrière, donc on essayait des petites choses comme ça. Exactement. Tu as bien résumé tout à l'heure en disant maintenant on vit dans un monde de dogmes et on se coupe de la terre, on se coupe de nos capacités, alors que je suis certain qu'on en a beaucoup. Et ce que tu viens de raconter est juste extraordinaire, quoi. Cette histoire de 12-17 ans, cette futurisation, c'est assez fou, quoi. Je crois que tu as Brian Weiss qui en parle, dans son bouquin. Il en parle de manière un peu différente, je crois que c'est au début, je crois que c'est, plusieurs corps, dans une même âme ou une même âme dans plusieurs corps, pardon. Et il en parle un petit peu en termes hypnotiques. Mais en termes hypnotiques, on peut le créer aussi. Le but, c'est ce que tu disais, est-ce que dans les rêves ou autres, on peut justement se performer? Oui. Dans cet état justement hypnotique, tu peux ou de rêve, à partir du moment où tu es en conscience θ, moi je dirais ça comme ça, hein, alpha ou θ, à ce moment-là, effectivement, tu peux imprégner ton inconscient de certaines émotions, de certaines choses, de certains mécanismes qui après vont se révéler dans ta vie au quotidien. Si tu les travailles dans tes rêves ou autres, ou en hypnose, ils vont se révéler après au quotidien, ils vont te faciliter la vie. Et on peut aller au-delà que juste une prise de conscience. Pardon, tu vois, lapsus, une prise de confiance en soi déjà. Et ensuite, une fois qu'on a confiance en soi, voilà, on prend une autre étape et après, c'est une prise de conscience de qui tu es vraiment et de ce que tu es capable de faire. On parle beaucoup de la méthode Coué, on est un peu dans le même type de choses, sauf que cette fois-ci, on va pas l'avoir en conscience, on va l'avoir dans l'inconscient. Ah ouais. C'est passionnant de discuter avec toi, hein. Mais, on essaye de revenir pour la troisième fois sur les anges et démons. Alors, les anges et démons, donc je me suis intéressée à l'angéologie, beaucoup et forcément curiosité oblige. S'il y a un haut, il y a forcément un bas, donc démonologie oblige également. Alors je tiens à préciser que je m'y suis intéressée de manière culturelle, uniquement, puisque je sais qu'il y a des rituels associés, j'en ai vu passer, je n'en ai pas appliqué. Il me peut-être arrivé une fois de faire un mais en positif, en angéologie classique, pour tester. Mais oui, je pense que je suis persuadée qu'il y a des entités supérieures, au-dessus de nous, qui se présentent sous plusieurs manières. Par contre, je ne suis pas persuadée de la dualité véritable. Déjà par le message que je t'ai donné,
dernièrement, heu, enfin, que je t'ai donné tout à l'heure, d'ailleurs qu'on a reçu de ces entités-là. Donc il y a des entités pour moi qui sont effectivement c'est mes sensations. Alors je dis bien, je n'ai pas la vérité, il s'agit de ma vérité, uniquement de mon expérience, mais je n'en suis aujourd'hui, pas tout à fait pas encore certaine. J'attends encore d'autres éléments. Rassure-toi, celui qui dit qu'il détient la vérité, il peut aller se coucher, on ne l'écoutera pas, mais c'est justement en fusionnant toutes les expériences de chacun qu'on peut essayer de construire un petit peu plus grand, quoi. C'est ça. Moi, je suis clairement persuadée que dans ma vie, j'ai été protégée. C'est une évidence. Je suis persuadée d'avoir, eu des guides autour de moi et qui ont changé, en termes de période. Je ressens un moment et je l'ai vu d'ailleurs en faisant des régressions, que, un groupe de guides a changé et un autre groupe de guides qui était là plus tôt dans ma jeunesse est revenu plus tard. Je pense aussi que c'est, lié à son moi supérieur et à une forme de collectif dont on fait partie. Je ne vois pas d'échelle. Je n'ai pas ressenti, dans mes expériences ces fameuses échelles de niveau, supérieur. C'est vrai qu'on emploie beaucoup les mots supérieurs en géologie, comme je pense qu'on est tous sur le même niveau, on a juste un stade d'évolution un peu différent. Mm. Pas dans le temps, pas dans, on est plus sage ou pas. Heu, je pense encore une fois au terme expérience, on n'a pas tous les mêmes attitudes, les mêmes aptitudes, on n'est pas tous guidés pareil et au niveau de l'angéologie, j'ai eu des ressentis, physiquement dans ma vie. J'ai eu des ressentis, d'événements, clairement, où à un moment dans ma vie, j'ai demandé à avoir des preuves. On en parlera un moment où j'ai passé une journée formidable. Et ces guides, quand tu les vois, ils se présentent comment à toi? C'est des formes blanches, c'est autrement? Alors, je vais parler des cas à moi et puis, beh, je vais parler des clients que je suis aussi. Moi, je peux avoir physiquement des ressentis de temps en temps, hein, c'est arrivé rarement dans ma vie, hein, je le dis clairement. Moi, j'ai toujours vu, une hypnose imagée puisque je fais partie des gens qui sont visuels. Ça aussi, c'est important, hein, puisque pour les inductions et pour la préparation à l'hypnose, on vérifie, quelles sont les aptitudes, préférées des gens, s'ils sont plutôt visuels, s'ils sont plutôt, auditifs ou kinesthésiques. Hem, donc la plupart des gens, on les voit sous forme de lumière. Alors j'ai remarqué que quand on est en état très profond, on voit plus une lumière. Quand on est donc en état plutôt θ, c'est-à-dire à un niveau fréquentiel, beaucoup plus bas. Et lorsqu'on est à un niveau alpha, parce qu'il y a des gens pour qui c'est plus confortable parce qu'ils voient plus de choses et c'est plus agréable pour eux. Par contre, on a un risque en état alpha, c'est le remplacement, hein, des images cérébrales. Quand il y a un trou, on va venir remplacer par quelque chose qu'on connaît. Je reviens dessus tout à l'heure. Ouais. Je reviens. Donc ces gens-là vont plus percevoir leur guide, comme, une personne vêtue, d'un certain habit ou enfin, ils vont les voir, visuellement, quoi. Ils vont voir une forme, ils vont voir quelqu'un. Alors que quand on est dans un état très profond, on voit plus qu'une lumière en général. Ça me paraît beaucoup plus logique, hein, de voir qu'une lumière que de voir. C'est aussi étonnant de souvent les religions font que elles ont imprégné dans le subconscient des personnes toujours de s'apercevoir, donc l'archange Michael, l'archange Untel, ou selon les religions, comment ils s'appellent, quoi. On voit ce qu'on a vu dans l'imaginerie depuis toute petite des religions. Ouais, mais alors justement là, l'entre-deux-vie, tu vois, par exemple, tout le monde n'est pas prêt à passer dans l'entre-deux-vie puisque tu vas voir à quoi je vais venir. La spirituelle, tu peux aller voir la régressive, donc dans une vie antérieure et tu peux passer sur l'entre-deux-vie. Mais tout le monde n'est pas capable de passer sur l'entre-deux-vie, surtout si on n'a pas fait d'hypnose régressive avant et c'est pas un point commercial, c'est surtout que, l'entre-deux-vie, va être beaucoup plus éthéré, qu'une vie antérieure où tu vas avoir des éléments, des objets, des tables, des personnes, ce genre de choses, parce que tu vas partir dans un souvenir, donc ton cerveau va quand même voir finalement des choses qui lui parlent et qu'il connaît déjà. L'entre-deux-vie, c'est un univers très éthérique, donc quelqu'un qui est très terre à terre, il va avoir du mal, si c'est un univers que de vibrations, à accéder à ça. Donc souvent, moi, je remets une couche sur certaines personnes
à ce niveau-là, on ajoute une induction supplémentaire à la sortie de la vie antérieure pour pouvoir partir un peu plus dans l'entre-deux-vie. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que le cerveau, donc c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, a tendance à remplacer des éléments qu'il ne connaît pas. Quelqu'un qui est trop dans la logique, qui a besoin de compréhension, d'où l'intérêt de partir dans un état d'esprit neutre, naïf. Moi, je dis toujours, mais vivez cette expérience comme un enfant qui découvre quelque chose. Il faut éteindre le sens critique. Si le sens critique, lors de l'induction, il n'a pas été éteint, c'est pas toujours évident, hein, parce que c'est cérébralement aussi, physiquement, il se passe aussi des choses. Hein, c'est pas que dans la tête, c'est pas que des pensées hein, conscientes. Hein, il y a des gens qui sont plus disposés, et c'est Stanford qui le montre, les études, à faire de l'hypnose que d'autres. Donc, on a tendance, certaines fois, à remplacer des choses. J'ai le cas d'une personne qui arrive dans une pièce médiévale, qui voit un tableau devant elle. Je lui demande de visualiser ce tableau un peu plus près. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vu, elle me dit, c'est étrange, je vois le tableau que j'avais chez ma grand-mère. Tu vois? Tout ça parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que le cerveau, s'il a un trou, pour qu'il ait une logique, il va remplacer ce trou. Et donc, il va remplacer par quelque chose qui est pour lui réel et qui est peut-être dans un souvenir plus proche. Et c'est là, nous, en tant que thérapeute, où c'est très important de faire attention, de bien distinguer qu'est-ce qui est le souvenir d'origine qu'on recherche et qu'est-ce qui a été remplacé. Et qu'est-ce qui va jouer là-dedans? Le niveau de transe, l'état de la personne et la personnalité de la personne, si elle est plus ou moins cérébrale. Donc tout ça, si elle a besoin de logique dans sa vie ou si c'est une personne qui est plutôt un peu artiste, qui va accepter les choses. Donc ça, c'est très important. Sauf que on dit tout le temps, ouais, la régressive, oui, mais les vies antérieures, finalement, c'est pas sûr, tu sais pas si ce qui est arrivé est réel et tout. Mais dernièrement, j'en parlais encore avec un de mes clients, c'est une histoire, c'est un support. Qu'il soit réel ou pas, on ira le voir. Pareil, tu parlais d'abduction, c'est un support. Il y a des gens qui vont le vivre vraiment réellement parce que leur cerveau va leur permettre d'accéder à l'information réelle. Pour d'autres personnes qui seront plus cérébrales, elles vont faire des remplacements. Mais l'important dans tout ça, en dehors justement du remote viewing qui, lui, va chercher la véritable information, l'hypnose régressive, ce qui va être important, c'est l'émotion qui est ressentie. Tu vois, moi, j'ai une personne hier qui a encore pleuré en séance parce qu'elle a vécu quelque chose dans sa vie passée et qui me disait justement, oui, mais après, est-ce que les vies passées sont réelles ou pas? Mais quand quelqu'un pleure en séance suite à un événement qu'elle a vécu dans cette vie antérieure, qu'elle revoit, on ne peut pas se mentir. Toi, si je te demande de pleurer comme ça, en pensant à un souvenir triste, tu vas pas pleurer à chaudes larmes, mais je te parle, quand je te dis à chaudes larmes, tu vois? Ça va pas t'arriver. Et pourtant, le corps ne ment pas. D'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est là-dessus qu'on va travailler, donc il ne faut pas se tromper de cible. Donc si effectivement on a de l'information sur une vie antérieure, c'est bien. Il faut garder à l'esprit et être objectif qu'il y a peut-être certains éléments qui peuvent être dus à la construction, mais en général, je fais toujours un travail objectif avec la personne aussi, où elle aussi va apprendre à se rendre compte, est-ce que ce souvenir-là, il est construit ou est-ce que c'est vraiment un souvenir réel? Voilà. Et après, on travaille sur l'émotion et c'est là où c'est important. Et ouais. Et j'avais fait une émission justement sur les vies antérieures avec mon ami Amel. On disait que souvent on peut guérir de maux du présent, justement en guérissant des maux qui ont eu lieu dans des vies antérieures. Elle le fait ça souvent. Ça t'arrive aussi, toi? Bah, moi, je le fais justement par la régression, puisque la personne, lorsqu'elle va vivre, ça, cette expérience traumatique, on va aller chercher l'information supplémentaire qui a été vécue par cette expérience-là, tu vois? Parce que souvent, on va s'apercevoir, tiens, j'ai une personne aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, dernièrement, je parle de ce cas parce qu'il est intéressant, qui avait un problème de confiance en soi, qui n'arrivait pas à aller plus loin dans son développement professionnel. Alors, cette personne-là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est retrouvée dans la peau d'un légionnaire. Dans la peau d'un légionnaire en plus qui commande des armées.
Et avec toutes ses facultés, son corps physique, faut savoir que c'était une femme à l'origine et puis que là, c'était un homme, hein, du coup, dans la peau de ce légionnaire. Et puis, elle s'est vue vraiment maîtriser tout ça, avec toutes les aptitudes qu'il faut, voire bien plus, tout l'aspect viril qui va avec. Et ça, quand tu le revis intégralement, tu peux réellement changer le tempérament d'une personne. Quand elle se réveille, elle a retrouvé des nouvelles facultés. Tu vois? Et c'est là qu'on peut parler peut-être de bon, après le mot guérison, il est plus adapté au niveau médical, mais oui, on peut parler d'une transformation personnelle qui permet d'avancer dans sa vie, de désancrer aussi beaucoup de choses. Quand une personne en pleine vie antérieure te dit: «Mais en fin de compte, ce qui s'est passé là, c'était pas ma faute. Quoi que je fasse, ça se serait passé comme ça», et qu'elle comprend qu'il s'est passé, alors il y a tout un travail autour de ça, hein, c'est pas juste ça, on trouve le souvenir, basta, merci, au revoir, hein. Il y a tout un travail. Après, il y a une réunion aussi des âmes pour s'expliquer l'une et l'autre, savoir pourquoi une telle a agi comme ça. Donc ce qui permet de comprendre beaucoup plus de choses, comme une personne qui dit: «Ah oui, j'en ai une comme ça. Oui, mais tout ce qui m'arrive, c'est parce que j'étais une mauvaise personne dans une vie antérieure, j'ai fait du mal, donc aujourd'hui je le paye». Mais je dis: «Mais à qui tu le payes?» «Bah, c'est mon karma». «Oui, mais le karma, tu le dois à qui? Quelque part?» «Bah, tu le dois à toi-même». Mhm. Et finalement, tu te le payes à toi-même, mais tu as compris que si tu étais une mauvaise personne, donc si tu as compris, alors on est quand même parti. Effectivement, c'était une mauvaise, c'est une personne qui a mal agi, mais pourquoi s'arrêter? Autant aller plus loin, donc on est allé plus loin. Puis tu te rends compte que finalement cette âme-là, c'était une autre âme encore avant qui a mal vécu certaines choses, tu vois? Elle en a pris plein la figure. Donc c'est difficile après pour elle. Au bout d'un moment, quand la personne, elle en prend plein la figure, oui, elle a une solution, c'est de passer sur le côté négatif pour tester autre chose. Mais c'est parce qu'elle en avait pris plein la figure. Donc c'est important à un moment aussi de se pardonner à soi-même sur ce qu'on a vécu avant, parce que finalement, c'est ce travail-là. J'avais regardé effectivement le reportage que tu avais fait sur Amel, j'avais beaucoup aimé. Et hem et se pardonner aussi à ce moment-là pour, se libérer de toutes ces choses-là et repartir d'un bon pied en se disant que finalement tu construis ta vie toi-même et si tu le souhaites, tu peux avoir tes aptitudes. Il faut juste désancrer certaines choses et une fois que tu as désancré et que tu as compris, par contre l'hypnose va permettre de le ressentir vraiment, tu vois, émotionnellement à l'intérieur de soi. Du coup, l'inconscient, il va pouvoir se rééduquer. Parce que l'inconscient, quand il a quelque chose, il a une situation qui lui va pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le premier automatisme qu'il a eu et il va le mettre en place. Puis toi, tu es là dans ton conscient, tu dis: «Ah ben mince, moi je veux pas réagir comme ça», mais l'inconscient, c'est plus fort que toi. Et parfois cet ancrage, il a eu lieu quelques vies effectivement avant, quoi. Et l'idée, c'est ça, c'est de voir ce qui s'est passé à ce moment-là pour remplacer cet ancrage par un autre comportement qui sera plus accessible. C'est toujours passionnant. Bon, Cécile, on arrive au terme de cette première émission avec toi. Je dis première parce que je pense que, vu, t'es une chercheuse, on sera amené à se revoir. Alors toi, par contre, parce que évidemment, moi, je vais avoir des messages. Comment contacter Cécile? Alors, pour l'instant, t'as rien. T'as pas de chaîne YouTube, t'as pas de site Alors internet, t'as que dalle, quoi. Alors, c'était prévu depuis un moment, sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà des personnes en cours. Il m'est arrivé de faire une conférence aussi sur un autre support. Et j'ai des personnes qui viennent chez moi et qui me renvoient d'autres personnes. Donc, je suis en train de travailler sur mon site internet, sur ma chaîne YouTube. Je sais que beaucoup de gens la réclament. Et ce qu'il y a, c'est que je prends beaucoup de temps pour les gens parce que pour moi, c'est capital. Et du coup, bah, ça traîne, mais je promets de faire ce site internet et ces chaînes YouTube. J'espère pouvoir le sortir avant la fin de l'année. Ouais. En fait, t'es comme mon docteur de médecine chinoise qui est mon ami. Il a juste une page fixe. Hein. Et il me dit de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas le temps. Donc effectivement, quand on est bon, le bouche à oreille fait que on n'a pas besoin de tous ces artefacts. Surtout que toi, tu travailles surtout pas à la chaîne. Tout le monde l'aura compris. Hein. Tu fais pas 4 rendez-vous par jour, loin de là. Non. Hein. Mais par contre, est-ce que tu peux nous donner une petite adresse email ou ouais, hein, comme Alors, ça, je le si on mettrai dans le lien voilà. de l'émission. Et est-ce que tu me permets de mettre en bonus de l'émission quelques courts petits extraits de nos expériences, de nos inductions?
Bien sûr, si ça peut apporter, quelque chose à bien sûr, si ça peut apporter des choses à certaines personnes, bien entendu et sachant que je le rappelle, tout le monde est hypnotisable, mais pas par les mêmes protocoles et pas par les mêmes personnes, hein. Il est aussi, moi, arrivé d'avoir des personnes avec qui, ça a pas fonctionné, mais en général, c'était très, très rare. Mais bien sûr, oui, 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 oui. Mmh. Non, mais c'est juste parce que c'était, je vais pas. On a fait ça, je crois que ça a duré 3 heures en tout, hein. C'était assez long, c'était Non, beaucoup plus long que cette émission. Ah oui, 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 bah, de toute façon, je l'ai enregistré sur YouTube, donc je vois le temps que ça a duré. C'était vraiment très long. Mais parce qu'au départ, avant de commencer, t'as beaucoup, on a beaucoup discuté. Il faut savoir que oui. Cécile, c'est un peu une pipelette, hein, quand même, de l'espace, donc Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai, je l'avoue. Mais c'est important aussi d'expliquer les choses. C'est important d'expliquer les choses, mais la phase d'induction, ce sont des tests que je fais avec les personnes qui durent 10 minutes chacun, il y en a 3, en dehors des discussions. bah oui. Et donc voilà, comme ça vous pourrez voir, je vous choue pas, je vous mets, je sais pas, 3-4 minutes. Je verrai comment je ferai ça au montage pour vous montrer à quoi ça ressemble, Ouais. les inductions de Cécile. Donc voilà, 3 si vous heures, 3 heures, c'est la session complète, donc en session complète avec la régression et autres. Après les inductions, c'est vraiment un rendez-vous d'1 heure, pas plus. Oui, oui, mais là, bah oui, mais là, comme je suis aussi très curieux, je peux poser beaucoup de questions. Hein. Il n'y a pas que toi qui es sur une pipelette, je veux tout comprendre. Donc, Je suis aussi j'essayais de passée, comprendre en même moi temps. moi aussi, j'ai été passée au crible, hein. Ah, obligatoire. Ouais. Et pas que sur cette séance, hein, depuis déjà quelques temps. Comme toutes les personnes qui passent sur Face à Face, elles sont passées au crible de A à Z, parce que je ne vous montre que des personnes exceptionnelles, des chercheurs exceptionnels, et des gens qui font à 99% leur première vidéo sur Face à Face. Et puis j'espère elles seront ensuite invitées sur d'autres chaînes. C'est tout ce que je leur souhaite. Vous trouverez pas chez Face à Face, je peux inviter des personnes que vous pouvez voir sur n'importe quelle chaîne, ça ne m'intéresse absolument pas. Cécile, un grand merci. Bah, merci Sylvano, merci beaucoup pour cette invitation. Mais c'est moi qui te remercie et puis je te dis à bientôt parce que je vais continuer à suivre tes recherches qui sont dans un domaine tout à fait passionnant, surtout en remote viewing, surtout en futurisation. Ça, c'est des choses qui sont vraiment passionnantes. Ouais, Voilà. avec plaisir. Ben, merci Cécile, à bientôt. À Passez une bonne bientôt. journée. À bientôt. Bye bye à tous. Bye bye. Toc toc, c'est à nouveau moi. Je suis en train de faire le montage de l'émission et j'ai décidé, en accord avec Cécile, de couper au montage une partie de celle-ci. En effet, dans sa passion, dans sa générosité, Cécile a révélé quelque chose qui, pour moi, et elle en convient, doit rester secret. Elle dévoile la caractéristique qui distingue, lorsqu'on rencontre en hypnose, ce que j'appelle moi des êtres du multivers, d'autres les appellent êtres spirituellement élevés, d'autres les appellent encore êtres de lumière, et enfin, d'autres les appellent anges ou archanges. Cécile a été frappée la première fois par cette caractéristique lorsqu'elle l'a rencontrée. Vous avez compris qu'en plus d'être hypnothérapeute, c'est une chercheuse dans ce domaine, une expérimentatrice qui n'hésite pas à faire beaucoup de séances sur elle-même. Non seulement elle a pu constater par elle-même cette caractéristique qui est vraiment hors du commun, mais certains de ses patients aussi. En faisant une enquête auprès de ses connaissances, faisant les mêmes types d'hypnose que elle, ils ont confirmé avoir déjà rencontré cela. Or, ce qui me gêne, moi, c'est que malgré les tonnes de livres que j'ai lus sur l'hypnose, malgré les centaines, voire milliers, je ne les ai plus comptés, de vidéos que j'ai pu voir sur l'hypnose, je n'avais jamais entendu parler de cela. Jamais. En plus, cette caractéristique colle parfaitement
à la théorie que je développe dans mon émission qui s'intitule Ufologie paranormale, apparition mariale, nos origines, et rejoint des théories de physique quantique, justement dans le domaine du multivers, les théories de l'univers de conscience ou les théories de l'univers organique. Il ne faut pas que ce secret puisse être ainsi divulgué, car il pourrait être exploité à de mauvaises fins. La seule chose que je peux vous dire par rapport à ce secret, c'est que nous passons notre temps à nous faire leurrer par toutes sortes de phénomènes que j'ai décrits dans l'émission que je viens de vous citer. J'espère que si vous avez l'occasion, au détour par exemple d'une séance avec Cécile ou quelqu'un qui fait les mêmes hypnoses que Cécile, de découvrir vous aussi ce secret, vous le garderez pour vous. Car ce secret va éclaircir quasi instantanément votre compréhension de bien des choses. Allez, je vous laisse comme promis avec quelques minutes des tests d'induction avec Cécile. Cela a duré en tout bien plus de 2 heures. Je vous en mets que quelques minutes, rassurez-vous. Belle journée, merci, à bientôt pour une autre émission. Bye bye. Le travailler aussi à travers les rêves, c'est-à-dire apprendre aussi aux gens à faire plus de rêves lucides et de travailler dans les rêves lucides sur leur inconscient. Donc des épreuves, par exemple, quelqu'un qui sort d'un burn-out, qui a eu un problème avec quelqu'un, qui puisse se répéter la scène pour la réajuster au fur et à mesure et surtout la ressentir autrement. Et de manière à se réparer. Et en même temps aussi, apprendre à sortir, tu sais, de l'ouroboros, c'est-à-dire reprendre conscience de qui on est vraiment sans son émotion, puisque c'est l'émotion qui guide la personne. Généralement, hein, dans tes comportements quotidiens, c'est parce que tu as un événement qui va déclencher une émotion qui fait que tu vas agir comme ça, tu vois. Et souvent, l'inconscient aussi prend le dessus, puisque l'inconscient va se rappeler la première fois où tu as eu cet événement-là, et il va remettre en place le premier automatisme, si tu veux, que tu as eu à ce moment, quoi. Donc, et il va te le faire automatiquement sortir, contre ton conscient d'ailleurs, qui va se dire, mais punaise, je suis face à mon patron qui est un gros salopard, qui me raconte des choses où je me sens pas bien du tout. Je suis face à mon patron qui est pervers narcissique ou qui exerce une pression sur moi et je ne sais pas comment répondre. En gros, quelqu'un qui va se retrouver face à toi, qui va perdre ses moyens parce que tu lui fais une remontrance, tu vois. Mais ça va pas venir de toi, en fin de compte. Ça va venir du fait que peut-être qu'un jour, son père lui a fait des remontrances et comme il était enfant, il n'a pas pu agir comme il voulait, tu vois. Et il a éprouvé une injustice ou quelque chose, voilà, qui a fait que son comportement a dérivé vers quelque chose qui finalement n'était pas sain pour lui. Donc face à toi, il va reproduire ce comportement en se disant, mais mince, qu'est-ce qui m'arrive? J'aimerais bien répondre et me défendre, mais je n'y arrive pas, je suis bloquée, tu vois. Donc pouvoir débloquer ces situations-là sous forme de rêve, donc ça c'est possible en rêve lucide, en rêve semi-lucide ou lucide. Donc reprendre, même en hypnose, puisque l'idée aussi dans cette étude, c'est de faire un rapport entre l'état de rêve et l'état d'hypnose, savoir la concordance qu'il y a. Donc là, par exemple, j'ai rendez-vous cet après-midi avec des gens aussi qui font de la méditation, qui connaissent l'état d'hypnose pour effectivement savoir comment ça se passe cérébralement. Est-ce que les ondes sont les mêmes? Je suis aussi sur une étude de Stanford là, sur tout ce qui est IRM en état cérébral, donc sous plusieurs formes, donc méditation, hypnose et autres, pouvoir les comparer et trouver les passerelles. Et une fois que tu as trouvé les passerelles, bah, du coup, tu peux redevenir toi-même, reprendre tes forces, éliminer les émotions négatives, les reconstruire, et au fur et à mesure devenir plus conscient de toi-même et plus fort, et pour peut-être plus tard, alors ça c'est un point plus ésotérique, reprendre conscience de la matrice, parce que si tu redeviens toi-même et tu reprends la conscience de toi-même, bah, tu reprends la conscience de ta vie, tu reprends la conscience de toutes ces synchronicités, et bah, du coup c'est toi qui deviens finalement acteur de ta propre matrice, mais toi aussi tu la construis puisque maintenant tu la vois et tu peux la maîtriser, tu vois. Et ce qui fait que le jour où tu décèdes, bah, tu peux aussi décider, puisque tu es en pleine conscience, de ce que tu vas faire. Si tu reviens pas, où tu vas. Tu vois ce que je veux dire? Et voir la vie plus à l'intérieur, mais sur un autre point de vue. Du coup, tu as plus d'informations. Effectivement. Et porte attention tout en respirant sur tes yeux et tes paupières qui se relaxent. Et puis tu peux remarquer d'ailleurs que tu es là en toute sécurité.
Voilà, comme t'accorder un moment pour toi, en toute sécurité, assis sur ton fauteuil. À l'intérieur de toi, tout simplement, une pause. Focaliser sur ma voix et ton conscient écoute ma voix et ton inconscient l'entend également. Ce qui fait que même si ton conscient s'en va, ton inconscient restera au juste niveau pour entendre ma voix. Et maintenant, c'est comme si à l'intérieur de toi, tu pouvais commencer à sentir ton corps flotter au fur et à mesure. Tu sais, ce flottement dont tu m'as parlé tout à l'heure. Essaie de le capter dans certaines zones de toi, quelque part. Comme si tu pouvais t'imaginer que tu flottais quelque part, agréablement, en toute sécurité, dans ton imagination à travers des nuages ou dans l'espace, ce qui te plaît le plus. Expire un peu plus. Voilà, comme ça. Et alors que ce corps se repose, ton esprit peut continuer à rester lucide tout en visualisant à nouveau cet écran, le même que tout à l'heure, t'amenant vers un souvenir agréable, cette fois-ci allongé sur une plage magnifique. Sur une plage magnifique, et pendant que tu continues à déposer ton corps, tranquillement, il peut y avoir des pensées conscientes à propos de ce souvenir, émergeant de ta conscience, comme si tu pouvais visualiser une partie de cet écran-là, alors qu'il n'y a aucun besoin finalement d'essayer de ne pas penser à faire cela consciemment. Parce qu'un état de transe se développe de la même façon qu'un rêve, comme tu l'as dit. Au départ, la nuit, automatiquement, instinctivement, tout en étant raccroché là sur ma voix, ton inconscient reste fixé. Et donc c'est quelque chose que ton inconscient sait très bien faire. Il saura s'ajuster justement parfaitement au juste niveau. Toujours à l'écoute de ma voix autour de toi, au centre de ta tête. Le parfait niveau pour ton inconscient pour qu'il suive tes instructions. De ce que tu es venu accomplir et expérimenter. Apprendre dans cette incarnation. Profite un moment encore de cette plage sous le soleil. Tu sens ton corps comme il s'éveille là. 7. Fais tout l'inverse là. 8. Si t'as un petit peu tourné, c'est normal. 9. Allez, la 10e, allez, on va bloquer ça. Encore une. Et on bloque, tu bloques. 15 secondes. Et c'est toi qui décides quand tu relâches. Et au moment où tu relâches, c'est comme si tu te laissais tomber en arrière. Et on relâche. Voilà, et tu tombes. Et tu laisses simplement ton corps, regarde comme si tu tombais en arrière. Partir. Et tu tombes, et tu te laisses aller profondément à travers ces couches de nuages. Profondément.